Dans ce cours, nous allons découvrir les outils thermodynamiques de l'évolution. Dans un premier temps, je vais faire un rappel dans ce premier paragraphe sur le premier principe, puisque nous y avions défini les fonctions u et h dont nous allons nous servir à nouveau. Donc, je vous rappelle ce que définit le premier principe. Le premier principe nous a introduit l'énergie interne U, et si je fais un axe ici en énergie interne U en joules, dans le cadre d'un système isolé, ça implique que la variation de l'énergie interne est égale à 0. Ce qui veut dire que si je pars d'un niveau d'énergie à l'état initial, d'un état initial qui a un niveau d'énergie initial qui est à peu près celui-ci, eh bien à l'état final, je dois être au même niveau d'énergie puisque la variation d'énergie interne a été nulle. Par contre, pour un système non isolé, alors, comme il est non isolé, ça veut dire que la variation d'énergie interne peut être différente de 0. Ça, c'est à mettre en relation avec ça. Et nous avons montré que la variation d'énergie interne est égale à la somme de deux termes, une énergie de type chaleur et un terme W qui regroupe tous les autres types d'énergie. Cela signifie qu'à partir d'un état initial qui serait à un niveau d'énergie initial qui est celui-ci, eh bien, éventuellement, l'énergie interne peut augmenter pour arriver à cet état final qui est là, ou l'énergie interne peut diminuer pour arriver à cet état final qui est ici. Quoi qu'il en soit, dans un système non isolé, delta U est différent de 0. Petit cas particulier, dans le cadre des systèmes non isolés, nous avons montré que si l'évolution avait lieu à volume constant, certes le système est non isolé, donc quoi qu'il arrive, vous avez ce non isolé qui est à mettre en relation avec le fait que la variation d'énergie interne est différente de 0, mais comme V est égal à une constante, alors ce V est égal à une constante nous a permis de montrer que la variation d'énergie interne égale la chaleur échangée à volume constant. Cela étant, une évolution à volume constant n'était pas intéressante en chimie, donc cela nous a amené à créer un deuxième outil qui est l'outil enthalpie, défini comme étant égal à l'énergie interne plus le produit de la pression fois le volume du système. Et dans ces conditions, si je fais toujours dans le même système une évolution de H, si je pars d'un certain niveau d'énergie pour l'état initial qui est ici, alors, pour une évolution à T et P égale constante, pour un système quelconque, notre enthalpie H peut soit augmenter, soit diminuer, selon que la réaction soit endothermique. Pour une réaction endothermique, ça veut dire qu'elle va prendre de l'énergie de l'extérieur et donc le niveau d'énergie va augmenter, c'est le cas de la réaction endothermique. Par contre, si la réaction est exothermique, la réaction va produire de l'énergie vers l'extérieur et donc son niveau d'énergie propre au système va diminuer. Quoi qu'il en soit, pour une évolution à T et P égale à constante, nous avons montré qui sont les conditions habituelles en chimie, alors nous savons que delta H est égal à QP, et si l'évolution est de type chimique, donc ça c'est pour une évolution de type chimique, alors la variation d'enthalpie s'écrit delta RH0 fois xi. Si par contre notre réaction chimique, donc ça c'est pour une évolution à T égale constante. Si par contre notre système évolue de façon adiabatique, alors adiabatique signifie qu'il n'y aura pas de variation d'enthalpie. Ça veut dire que dans ces conditions, il y a forcément deux processus, un processus chimique qui aura lieu à température constante et un processus de changement de température. Et donc, si la réaction est endothermique, l'état final à température sera un niveau d'enthalpie plus élevé que l'état initial. Et puis,
forcément cet excédent d'énergie va être capté pour arriver à un état final qui sera au même niveau d'enthalpie, puisque si le système est adiabatique, alors l'enthalpie ne peut pas varier. Et donc vous aurez la somme des deux variations des enthalpies, l'une endothermique qui fait monter le niveau de l'énergie et l'autre qui récupérera cette énergie pour arriver au même niveau d'énergie. Inversement, si le système est exothermique, de la chaleur va quitter le système, donc enthalpiquement, le niveau de l'état de transition sera inférieur au niveau initial, mais cette chaleur sera récupérée sous forme d'élévation de température du système pour aboutir à un état final qui sera au même niveau d'enthalpie. Donc, je rappelle que delta RH0 qui permet de calculer la chaleur échangée lorsque une réaction a évolué de façon endo- ou exothermique à température constante, c'est une caractéristique mathématique de la réaction qui caractérise sa capacité à libérer de la chaleur, puisqu'en multipliant par des moles d'avancement ce delta RH0, on trouve la chaleur réellement dégagée, ce qui veut dire que delta RH0 est la chaleur dégagée par une réaction lorsqu'elle avance d'une mole d'avancement. L'unité étant le kilojoule par mol ou la joule par mol en unité ici. Là, si la réaction est exothermique, delta RH0 sera négatif. Si la réaction est endothermique, delta RH0 c'est positif. On rappelle que delta RH0 dans l'hypothèse d'Ellingham est supposé être une constante de la température et que pour calculer delta RH0, on applique la loi de Hess où νi est ici le coefficient stoichiométrique algébrique, c'est-à-dire qu'il est négatif pour une espèce qui est un réactif et positif pour une espèce qui est un produit. Et donc on calcule delta RH0 par cette magnifique formule sigma d νi delta FH0i, où delta FH0i est l'enthalpie standard des réactions de formation de chacune des espèces qui intervient dans la réaction. Pour établir un bilan thermique, qui est ici la somme delta H1 plus delta H2 est égale à 0. On est obligé de calculer delta H2, c'est-à-dire la capacité calorifique du système. La capacité calorifique est la somme des nombres de moles fois les capacités calorifiques molaires de chacune des espèces. Ce nombre de moles est forcément un coefficient positif. L'espèce en question est une espèce qui est présente dans le milieu, qu'elle ait réagi ou qu'elle n'ait pas réagi. L'important, c'est qu'elle fait partie du système qui est en train de s'échauffer. Donc, il faut faire un bilan de matière soigneux pour savoir quelles sont les espèces présentes, spectatrices ou en réaction. Le premier principe permet donc de travailler sur les chaleurs échangées, mais ne permet pas de savoir si une réaction en réalité se produit ou pas. Je dirais même qu'il y a un phénomène un petit peu particulier quand on regarde cette évolution. L'enthalpie ici peut augmenter lorsqu'une réaction a lieu. Or, nous savons très bien que spontanément, tous les systèmes vont vers un niveau d'énergie plus bas. Donc, pour quelle raison l'enthalpie peut-elle augmenter? Eh bien, tout simplement parce que l'enthalpie ne représente pas à elle seule l'énergie du système. Elle ne traduit pas l'état réel d'énergie du système, puisque toute évolution se produit a priori vers un état d'énergie plus bas. Il va donc nous falloir des outils plus spécifiques, plus précis, pour exprimer cette caractéristique de toute évolution qui va vers un niveau d'énergie plus bas. L'enthalpie ne représente pas à elle seule le niveau d'énergie du système. Et c'est donc ces nouveaux outils qui vont traduire une évolution que nous allons introduire dans la partie suivante, qui est le cœur de ce chapitre.